Eh bien, bonsoir à tous. Nous démarrons notre série des mardis de la chrysalide par cette soirée autour d'une conception du système immunitaire qui va changer un petit peu les perspectives par rapport à ce qui nous est annoncé au cours de cette pandémie, si on peut parler de pandémie, qui a semé la peur chez beaucoup de personnes autour de nous, et alors qu'on peut avoir une vision des choses complètement différente. Donc je voudrais parler ce soir de ce système immunitaire et de son action par rapport aux virus, aux bactéries et autres petites bestioles qui sont censées nous agresser, parce que c'est comme ça qu'on nous apprend à la faculté de médecine, il y a des bestioles qui sont méchantes et qui nous rendent malades. On va voir les choses autrement. Pasteur, c'est quand même grâce à lui que ça a commencé, toute cette histoire. Pasteur a mis en évidence des bactéries. Et il faut savoir qu'au temps de Pasteur, il y avait une tension guerrière entre la France et l'Allemagne, et l'ambiance, elle était plutôt à la lutte. Et je pense que ça a dû influencer pas mal Pasteur, qui était bien en cours, bien dans la politique, en même temps qu'il était un scientifique. Et il a perçu les bactéries, avant de trouver les virus, parce que c'est venu qu'après, il a perçu les bactéries comme des agents agressifs, des agents de pathologie qui étaient responsables des maladies. Il a développé sa théorie et il s'est dit, si on est agressé par des agents pathogènes, des agents qui nous rendent malades, il faut que la médecine trouve des moyens de se défendre. Et pour se défendre, il faut des soldats, il faut des armes, et puis des produits de contre-agression. Et c'est comme ça qu'en biologie, on a développé toutes les parties du corps qui travaillent sur le système immunitaire. Les organes responsables sont très très bien organisés, ça fonctionne très bien. On a le thymus, qui est au côté de la thyroïde, qui va mettre en place l'ensemble du système immunitaire pendant les premiers mois de la vie. Et puis ensuite, on va avoir la moelle osseuse qui va fabriquer les petits soldats qui sont les globules blancs. Ces petits soldats, ils vont être capables de fabriquer, d'entourer les virus et les bactéries, comme d'ailleurs d'autres petites particules qui sont toxiques pour nous, les entourer, les neutraliser, prendre l'information qu'ils représentent, et puis fabriquer ce qu'on appelle des anticorps, c'est-à-dire des produits pour les neutraliser chimiquement. Et puis, il y a une autre partie du système immunitaire qui est dans le gros intestin, avec ce qu'on appelle les plaques de Peyer. Ce sont des cellules qui, semble-t-il, sont capables non seulement de se multiplier quand il y en a besoin, mais aussi de prendre l'information de l'état de la personne, de la comparer avec ce que peuvent apporter les virus et les bactéries, et puis d'informer les globules blancs de ce qu'il faut qu'ils fassent. Bon. La fabrication des petits soldats que sont les globules blancs, c'est la moelle osseuse qui s'en occupe. Voilà. Là, on a la mise en place d'un système qui fonctionne très très bien, comme une armée. Mais ça pose quand même quelques questions, parce que quand on observe dans la réalité, il se trouve qu'il y a plein de microbes partout, mais une multitude de microbes différents, et que tout le monde n'attrape pas les maladies. Même dans les maladies les plus graves, dans les grandes épidémies, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas malades. Donc ça veut dire que le microbe n'est forcément pas responsable à lui tout seul de la maladie. Ça paraît une évidence. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des microbes qui sont bons et des microbes qui nous rendent malades. Parce que dans l'intestin, il y a une multitude, ce qu'on appelle la flore intestinale, une multitude de bactéries qui, au contraire, nous aident à transformer les matières qu'on élimine par la putréfaction et la fermentation de la putréfaction, de façon à ce que nos matières deviennent plus assimilables par des organismes extérieurs quand on les élimine. Bon, donc il n'y a pas que des mauvaises bestioles, mais est-ce qu'il y en a vraiment des mauvaises? C'est là qu'on va pouvoir discuter de ça. Des observations, lorsque les enfants n'étaient pas vaccinés, maintenant c'est difficile à trouver, mais quand les enfants ne sont pas vaccinés, ils vont faire des maladies de l'enfant. Les maladies de l'enfant, c'est la rougeole, les oreillons, la varicelle, qu'est-ce que j'oublie? La rubéole. Ce sont des maladies qui, la plupart du temps, quand les enfants sont en santé normale, ils ont une bonne hygiène de vie, ils sont bien nourris, la plupart du temps, ce sont des maladies bénignes qui passent assez facilement. Un coup de fièvre, des boutons, et puis si on accompagne tranquillement
la maladie avec des plantes ou des homéopathies, ou nous on utilise maintenant la chromothérapie aussi, on s'aperçoit que les enfants, quand ils ont franchi cette étape de la maladie, c'est comme s'ils avaient franchi une étape dans leur croissance. Ils ont grandi, ou alors ils ont acquis de l'autonomie, ils ont acquis du langage, il s'est passé quelque chose dans leur vie. Comme si la maladie, par l'intermédiaire des virus ou des bactéries, a été une sorte d'initiation, une aide à la transformation de ces enfants qui grandissent avec ça. Donc on n'est plus dans la maladie comme atteinte, comme une pathologie, mais comme quelque chose qui facilite la transformation. Et ça, on le voit plus beaucoup, hélas, mais moi j'avais observé ça quand j'étais jeune médecin installé, parce qu'à l'époque on vaccinait pas autour de bras, en tout cas pas pour tout. Mais aujourd'hui c'est plus difficile parce qu'il y a les vaccins obligatoires. Une autre observation, c'est que quand chacun d'entre nous, quand on fait une grippe, une angine, un rhume, n'importe quelle maladie considérée comme infectieuse, eh bien, si on se centre à l'intérieur de soi et qu'on réfléchit à ce qu'on a vécu avant, la plupart du temps, on a trop mangé, on a trop bu, on a trop fumé, on a mangé trop de sucreries, on a été contrarié, on a trop travaillé, on est fatigué, on a été même si on est passionné, on a été trop loin dans le travail et puis on fait un burn-out. Et à ce moment-là, on a eu peur. La peur, quand on dit à un enfant tout le temps, fais attention, dehors il fait froid, tu vas attraper une maladie, bah, l'enfant il va faire le lien entre froid, maladie, et hop, il va être sensible. Surtout s'il a besoin qu'on s'occupe de lui, il va comprendre très très vite que pour ce qu'on s'occupe de lui, il suffit qu'il tombe malade. Et alors ça va entraîner quoi la maladie? En général, ça entraîne de la fièvre. Il faut savoir que la fièvre est thérapeutique. La fièvre facilite la destruction des cellules les plus malades, qui ne se résistent pas trop. Et puis en plus, la fièvre, elle fait transpirer en général. On commence par monter en température, c'est plutôt sec. Puis après, à un moment donné, il y a une poussée de transpiration qui fait qu'on élimine plein de choses. Donc la fièvre va contribuer à l'élimination de ce qui nous encombre. On va se reposer, on va dormir, les gens vont s'occuper de nous, on va prendre du recul, on va avoir le temps peut-être de réfléchir, peut-être de laisser venir des choses à la conscience, de remettre des choses en cause. Et en fait, si on accompagne, comme pour les maladies de l'enfant, si on accompagne la maladie par des choses très simples qui vont juste stimuler les moyens de défense de la personne, encore une fois, des plantes, de l'homéopathie, même on sait que 80%, entre 60 et 80% des choses guérissent toutes seules. Si on dit aux gens, mais vous allez voir, ça va aller. Rien que si on leur dit ça, on appelle ça l'effet placebo, mais en fait, c'est pas seulement l'effet placebo, c'est simplement une sorte de confiance qu'on a dans la capacité du corps à s'auto-guérir, et ça, c'est une réalité. Donc, il vaut mieux accompagner la maladie, qui permet aussi là une transformation. En fait, la maladie devient non pas une pathologie, mais une source de guérison. C'est-à-dire, quand on respecte ça, on s'aperçoit que les gens sont mieux après qu'avant. Alors que si on bombarde avec de la chimie, bah, il faudra du temps pour s'en remettre beaucoup plus longtemps. Donc, encore une fois, on peut voir les virus et les bactéries non plus comme des agents pathogènes, mais comme des agents de transformation. On va voir comment tout à l'heure, comment on peut aller dans ce sens-là. Alors pour comprendre ça, il y a au moins deux personnages importants qui ont compris le système immunitaire autrement que comme quelque chose de guerrier. Le premier, c'est Béchamp, qui est un contemporain de Pasteur. Le professeur Béchamp a fait l'expérience suivante. Il a opéré un animal de façon chirurgicale. Il a retiré un organe de cet animal de façon stérile, parce que c'est chirurgical, dans une pièce stérile. Il a mis l'organe dans un sac stérile, dans une pièce stérile. Donc pas de microbes. 15 jours après, il y avait plein de pus. Donc qui dit pus, dit bactéries, virus, champignons, etc. Donc Béchamp dit, finalement, c'est le terrain qui est responsable de l'apparition des virus et des bactéries. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui le dit comme ça, mais j'ai envie de traduire ça en disant, c'est comme si la vie avait trouvé comme meilleur moyen de transformer une mort, une déstructuration, une vie qui s'en va, en une autre vie. Ce moyen génial, c'est le passage par les virus et les bactéries, ou les champignons. Ça, c'est les travaux de Béchamp. Or, Béchamp, qui est un contemporain de Pasteur, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et dans les études de médecine, moi, j'en avais pas du tout entendu parler non plus. Alors que c'est quand même tout à fait essentiel, ça. Un autre personnage important, c'est le docteur Naessens, qui lui a mis au point, c'est plus récent que Béchamp, hein, il a mis au point, je crois que c'était
au milieu du siècle dernier, j'ai plus les dates exactes, mais il a mis au point un microscope optique de très très bonne qualité. Parce que Naissens, il disait, si on fait des coupes tomographiques pour faire du microscope électronique, on n'est plus dans du vivant, on est dans quelque chose qui est mort. Et donc, c'est pas pareil que dans le vivant. Et donc, il a trouvé une solution pour faire des très très gros grossissements de bonne qualité en optique. Et qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé ce qu'il appelle les microzymas. C'est-à-dire que dans le sang des mammifères, il y a des particules immortelles. Ces particules sont capables de se transformer en virus, en bactéries, en champignons, en levures, en petites particules, selon l'état du terrain. C'est-à-dire que on peut pas dire, le corps est capable de générer par lui-même les virus et les bactéries selon son état. Ça devient extrêmement intéressant parce qu'on n'est plus du tout dans d'agents extérieurs, mais dans quelque chose qui vient de l'intérieur. Alors, ça n'exclut pas l'intervention d'agents extérieurs. Du coup, le système immunitaire peut être vécu non plus comme un système de défense, mais c'est un système de communication. La communication, c'est quoi? C'est échanger des informations entre l'extérieur et l'extérieur pour continuer à vivre, maintenir son intégrité et puis continuer son évolution. La communication, on l'a fait tout le temps. On l'a fait avec nos proches, on l'a fait avec ce qu'on échange comme information par Internet, par les livres, par tout ça. La communication, c'est la principale façon que l'on a de continuer d'évoluer. Si on était tout seul dans notre coin, ça donne par exemple les enfants sauvages qui n'ont pas évolué autrement qu'avec l'instinct. Bon. Donc, c'est ce que je vous propose là ce soir, c'est de dire, considérons le système immunitaire comme un système de communication et les virus et les bactéries comme des vecteurs d'information et des agents de transformation. Alors, il faut quand même savoir, ça c'est aussi appris en biologie, que nos cellules, ce qui compose notre corps, sont de la même structure de base que les virus et les bactéries. Et même d'ailleurs ce qu'on appelle les mitochondries à l'intérieur de nos cellules, ce sont des vestiges de virus. Donc notre structure fondamentale, elle est faite de virus et de bactéries. Et les virus et les bactéries ont cette capacité de muter en permanence et de transférer leurs informations à toute vitesse les uns aux autres, tout en se multipliant à toute vitesse. C'est ce qu'on appelle les échanges de plasmides. Les échanges de plasmides, c'est des morceaux d'ADN ou d'ARN qu'ils s'échangent entre eux, les virus et les bactéries, et qui portent les informations de leur adaptation. C'est pour ça aussi qu'on n'aura jamais fini la guerre si on fait la guerre contre les virus et les bactéries, puisque ça change tout le temps. Donc même un vaccin contre les virus et les bactéries, ça a un côté illusoire, d'ailleurs on le voit bien avec la grippe, puisque ça va tout le temps être en transformation. Donc les virus et les bactéries sont des vecteurs d'information et des agents de transformation. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut interpréter les choses? Notre terrain, nos cellules se dégradent parce qu'on a trop mangé, on était contrarié, notre système immunitaire diminue, nos cellules se dégradent. Elles sont intoxiquées, il peut y avoir plein de façons d'être dégradées, elles ont été soumises à des champs électromagnétiques, il y a beaucoup de manières de nous fragiliser. Bon. À un moment donné, notre terrain va rentrer en résonance vibratoire avec le niveau vibratoire d'une bactérie ou d'un virus. Ce virus et cette bactérie vont prendre l'opportunité, dans ce sens-là ils sont opportunistes, de se développer et du coup de provoquer une réaction de l'organisme. La réaction de l'organisme, ça va être quoi? Comme je disais tout à l'heure, la fièvre, la transpiration, le repos, etc. Donc le mécanisme, il est bien huilé, c'est-à-dire qu'il y a bien tout le temps en place ce système de cellules, de globules blancs, de fabrication d'anticorps, de fabrication des globules blancs, de leur action. Tout ça, ça existe vraiment. Le système est génial. Mais il n'est pas d'abord un système de lutte. Il y a un système de communication. Et ce modèle de communication par rapport aux virus et aux bactéries, alors qu'on considère que ce sont des agents pathogènes, on le retrouve beaucoup dans notre conception de la vie. Aujourd'hui, on va se battre contre les autres pour avoir une meilleure place. On va se battre contre la Terre pour en extraire le maximum.
que ce soit en culture ou que ce soit en minéraux. On va se battre contre le temps, on va se battre contre tout en fait. Toute notre vie est une lutte. Alors qu'en fait, si on commence à prendre la vie en se disant que tout est juste, tout peut fonctionner en synergie, eh bien ça va devenir beaucoup plus fluide. C'est ça, ce changement de paradigme que je vous invite à faire. Cette fameuse pandémie qui nous a fait si peur, que le virus, le coronavirus, le Coro-19, là, qu'il soit créé de toutes pièces, qu'il ait été lié à une mutation normale, naturelle. De toute façon, c'est un être vivant. Et cet être vivant, il va faire son chemin, il va faire son job d'agent de transformation. Il a déjà commencé. Ça ne va pas forcément être les résultats attendus s'il a été manipulé, mais en tout cas, déjà on sent qu'il se passe quelque chose sur la planète. Il y a des prises de conscience qui se font. Les gens ont pris du recul. Pourquoi je travaille? Puisqu'on les a arrêtés de travailler, on les a confinés. Alors même que les actions entreprises pour lutter contre cette pandémie, elles ne sont pas justes, puisque mettre un masque, c'est empêcher de respirer. Empêcher de respirer, c'est baisser son système immunitaire. C'est faciliter la mutation de nos propres virus et bactéries qui se retrouvent manquer d'oxygène. C'est empêcher la circulation d'énergie entre l'intérieur et l'extérieur. Si en plus on a passé des heures devant la télévision, ben c'est se soumettre à des champs électromagnétiques perturbants. Si en plus on a grignoté des pizzas ou des choses comme ça, ben c'est encore perturbant. Et si en plus on n'a pas bougé, on n'a pas fait d'exercice à l'extérieur, eh bien notre énergie elle circule pas. Donc on a fait exactement le contraire de ce qu'il fallait pour sortir de cette épidémie. C'est quand même étrange. En tout cas, avec ce que je vous dis là, vous pouvez vous rendre compte que si vous voulez stimuler votre système immunitaire, les bases, elles sont simples. Une bonne alimentation, des boissons qui permettent de drainer, une hygiène de vie correcte, pas rester tout le temps enfermé dans des champs à l'intérieur de bâtiments où il y a des champs électromagnétiques perturbants, voire des éclairages perturbants, prendre l'air, faire de l'exercice, rencontrer des gens, échanger avec les autres, vivre quoi, vivre, et pas seulement s'isoler les uns des autres. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, pour vous donner un message de sérénité. Sortons de la peur, ayons confiance, l'univers est bien fait. Tout concourt à celui qui aime Dieu, disait saint Paul, et en fait, on peut voir la vie comme ça, on peut voir la vie, tout est juste. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce qui nous arrive? Eh bien, nous pourrons nous retrouver mardi prochain pour un autre sujet, et je vous remercie d'avoir été attentif à ce que je vous ai raconté. Je vous laisse la parole. Si vous voulez poser quelques questions, je serai ravi d'y répondre. Mais moi, je vais me purger. Peut-être que ça purgera le tout. D'ailleurs, je disais que le gros intestin était un des éléments du système immunitaire, et on s'aperçoit que quand les gens font des séries d'irrigation colonique ici, puisque ça fait partie d'une de nos spécialités, eh bien, ils se font jamais malades l'hiver. Donc, comme si un intestin propre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie l'organisme, on libère de ces toxines, et en même temps, on rend à l'intestin ses capacités fonctionnelles, non seulement d'élimination, de transformation, mais aussi immunitaires. En tout cas, l'expérience, elle montre que, à notre connaissance, les gens qui font les cures d'irrigation colonique avant l'hiver ne sont pas malades l'hiver. C'est une illustration un peu de ce que je vous ai dit. Il faut dire que quand ils font les cures comme ça, on les met plus ou moins à la diète, on les fait manger léger, on leur donne à boire de l'eau de bonne qualité, donc tout ça, ça draine, et puis on leur fait faire de la gymnastique le matin, des gymnastiques énergétiques, c'est-à-dire la méthode Nado, les exercices tibétains, un petit peu de Qigong, et ça, on sent que ça relance les énergies. Ok. On va traiter ça. Chacun une petite question pour Est-ce que ça résonne un petit peu en vous, ce discours, qui est quand même pas le discours ambiant, hein? Oui, ça résonne, oui. C'est ce que disent d'autres, ça rejoint d'autres discours, hein, bien sûr, oui. Effectivement, de documentation, tout ça. Alors, qu'en est-il de l'hygiénisme à outrance alors? C'est-à-dire? Pourquoi le gel? Pourquoi des... Ah bah alors pour moi, c'est d'abord le gel, si vous regardez la composition, il semblerait qu'il y ait dedans des produits qui sont plutôt agressifs. Du coup, comme la peau, c'est un lieu d'échange. Donc j'allais dire de protection, mais c'est plus qu'un lieu de protection, c'est un lieu d'échange. Les produits rentrent par la peau, à l'intérieur. Donc si vous avez des produits cancérigènes ou qui sont des dérégulateurs du système hormonal,
eh ben, ça va rentrer par la peau. Et d'ailleurs, des gens qui se lavent trop les mains avec ces gels se brûlent les mains. Et on peut faire des réactions, des examens, des choses comme ça. Ça fait encore partie des erreurs. Moi, j'ai l'habitude de dire, plus il y a de microbes, moins il y a de risques. Parce que à force de sélectionner, à force d'être trop rigide, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les microbes résistent, ils mutent, ils se transforment, ils deviennent hyper résistants. Et là, on risque une vraie épidémie, une vraie pandémie. Parce que notre système immunitaire ne se sera pas adapté à cette situation-là. C'est pas un microbiote, mais des bactéries de défense comme dans notre intestin. Il y a un microsystème de bactéries diverses. Absolument. Donc, ils font aussi partie. Tout est bien fait. Tout est toujours basé sur la communication. C'est pas basé sur la défense, les petits soldats, détruire ce qui est étranger. C'est d'accueillir ce qui est étranger et de le mettre à la norme locale. C'est ça. Bah, viens chez nous, il y a de la place, mais il faut que tu rentres dans la fréquence où on est, nous. Sinon, avec le hula up là-dedans. L'un des problèmes des hôpitaux aujourd'hui, c'est qu'à force d'avoir mis des antibiotiques, les germes, les microbes, eux, se sont sélectionnés. Puis aujourd'hui, vous êtes content quand vous sortez de l'hôpital sans avoir été infecté. Il faut quand même savoir que les maladies nosocomiales, c'est-à-dire liées aux microbes dans les hôpitaux, c'est pas loin de 20 000 morts par an, selon les chiffres dont on peut disposer. C'est-à-dire, le coronavirus, il aurait tué combien de personnes? On ne sait pas. Mais on ne sait pas exactement, puisque de toute façon, on ne sait pas qu'il l'a vraiment, qu'il ne l'a pas. Mais en tout cas, on sait que les infections liées à la médecine, ça fait entre 15 et 20 000 morts par an. Ça pose des questions. C'est la crainte de ce fléau, ces maladies, des bactéries résistantes. Oui, c'est ça. On s'aperçoit maintenant qu'on fait intervenir les virus pour contrer les bactéries pathogènes. Donc là encore, plus il y a de virus, voilà. Donc, moins il y a de risques. Voilà, certains virus, on sait, sont là pour nous défendre également contre les bactéries pathogènes. Donc c'est encore ce système. La vie amène la vie, en fait. Voilà. Tout le temps. C'est ça. Plus il y a de vie, plus il y a. Et on le voit aussi dans les champs. Dans les champs, là, moi, je fais un peu de permaculture. C'est hallucinant comment ça pousse. Si on regarde dans les champs, les grains de maïs, tac, il n'y a plus rien autour. C'est la vie, elle n'est plus là, quoi. Dans la terre, il n'y a plus de vie. Tu as une idée sur l'origine du mot immunitaire tel qu'on l'entend maintenant? Tu te souviens peut-être? Non? Étymologiquement, immunité. Et immunité, et je sais pas. Je sais, il faut la regarder, je sais pas. Qu'en est-il alors de l'électromagnétisme de ces bactéries? Parce que Montagnier travaille là-dessus, il dit on pourrait combattre ces virus, s'il faut les combattre, en tous les cas ceux qui sont extrêmement pathogènes, par une information électromagnétique. Comment visualiser ça? Il y a des années, je travaille beaucoup sur la couleur, on travaille beaucoup sur la chromothérapie. Il y a des années, j'avais dans l'idée, mais on le fera peut-être un jour, si on passe les virus ou les bactéries au microscope et qu'on fait circuler les couleurs dessus, toutes les couleurs, il y a certains moments, je suis persuadé, mais il faudrait le vérifier, qu'elles rayonnent sur une couleur particulière. Et on pourrait les traiter, ralentir leur activité en mettant la couleur complémentaire. Bon, ça, ce serait une façon de penser les choses en raisonnant. Mais comme on fonctionne pas comme ça, on fonctionne encore plus simplement que ça, puisqu'on fonctionne en adaptant la chromothérapie très personnalisée en fonction des gens, en fonction du thérapeute, on n'a pas besoin de ça. Mais j'aurais bien aimé quand même un jour qu'un laboratoire fasse ce travail-là. Je pense que fait Montagnier, c'est-à-dire qu'il y a ces bactéries qui sont non pathogènes, comme les colibacilles par exemple, qui sont foisonnent dans notre intestin, qui sont nos amis, par moment sortent de ces systèmes pour passer dans le système urinaire, etc. Par un dysfonctionnement de type électromagnétique, il y a une disharmonie d'un coup électromagnétique. Enfin, je ne sais pas comment tu pourrais nous préciser ça. Et donc, le but des travaux, c'est de réinformer électromagnétiquement de la bonne harmonie à cette bactérie pour qu'elle reprenne un autre type d'information. Je ne sais pas comment on peut de toute façon, tout est électromagnétique, et que quand on fait les travaux de Lakowski, qui ont donné naissance après au champ électromagnétique pulsé, eh bien, il est parti de l'idée que chaque cellule est un dipôle électrique, un oscillateur électrique, mais les virus et les bactéries, c'est pareil. Et il a compris que quand un organe était malade, les cellules du même organe qui devraient osciller en phase n'oscillent plus en phase.
Donc il les met dans un champ électromagnétique d'une certaine fréquence. En mettant les fréquences correspondant à tous les organes, ça va forcer les organes, les cellules à refonctionner en phase. C'est pareil pour les virus et les bactéries. Quand il y a une déstabilisation, pourquoi est-ce que les virus et les bactéries sont adaptés à un intestin, par exemple? Parce qu'ils sont dans le même niveau vibratoire que les cellules. Peut-être parce qu'on est devant l'ordinateur trop longtemps, ça déséquilibre, et bien ils vont devenir en harmonie avec un autre système qui n'est plus le sien. Ouais. Et si disharmonie peut partir du système dans lequel il échappe. C'est ça. Mais toutes les... Un phénomène d'entropie qui est non équilibré. Et puis, maintenant, on sait très bien, c'est-à-dire que toutes les molécules ont leur signature électromagnétique. Oui. Il y a des spectros... Oui. On sait très bien qu'on identifie maintenant les molécules par leur signature. Chromatographie. Et d'ailleurs, la même chose que pour les virus et les bactéries, il y a les bilans du CIA informatisés que tu connais. Ils étudiaient le fonctionnement des protéines dans différents milieux. Et là, j'ai aussi cette idée, quand j'ai commencé à faire ces bilans-là, avec la couleur, en faisant défiler les protéines dans toutes les couleurs, je suis persuadé que les protéines changent de fonctionnement en fonction de la couleur dans laquelle elles baignent. Par contre, c'est un balai complexe, on ne peut pas agir sur un, comme les protéodies. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de faire comme on fait. On crée plus de problèmes que de jouer sur plutôt un groupe, un accord. D'ailleurs, Absolument. De supplémentation alimentaire avec les vitamines, c'est des groupes. Oui, c'est ça. C'est comme les plantes. Hein. C'est comme les plantes. Le totem de la plante est plus efficace que ses principes actifs. Même on s'aperçoit là qu'à travers les bilans du CIA, c'est que ces protéines, c'était aussi un système de communication. Absolument. Encore une fois, de communication. Et qui avait ces 10 protéines qui permettaient de faire des diagnostics. Oui. Et le traitement en miroir. C'est-à-dire le traitement n'était pas un traitement raisonné en disant il y a telle pathologie, on met tel traitement. Il comparait l'action de produits sur la courbe des protéines en fait. Et ils utilisaient le produit qui ramenait, ou les produits qui ramenaient les protéines dans leurs normes. C'était intéressant comme approche. Le réactif qui les précipitait servait également de base thérapeutique sous forme homéopathique. Ouais. Donc j'ai trouvé intéressant cette démarche-là. Ouais. Ça allait d'ailleurs dans le sens aussi de la notion d'hologramme. Alors pour le travail sur les couleurs, nous on a simplifié les choses puisque c'est notre spécialité. On a montré qu'on pouvait être très très simple dans l'approche intuitive et très efficace. Ça on en parlera dans les autres mardis. Une précision sur le cycle de Krebs et l'immunitaire, sa liaison. Le cycle de Krebs, c'est le cycle chimique de base dans les mitochondries, qui est l'usine à fabrication d'énergie de toutes les cellules. C'est-à-dire que c'est la base de fonctionnement énergétique de toutes les cellules, énergétique chimique. On prétend voir de l'extérieur. Qu'on prétend voir de l'extérieur. C'est une observation extérieure, chimique. Ben, si tu veux, c'est... On ne le voit pas électromagnétiquement, on ne le voit pas sous autre code, on le voit chimiquement. En tout cas, moi c'est ce que j'en connais. Après, depuis aussi que j'avais appris ça, il a coulé d'eau sous les ponts et il est possible que quelqu'un comme Montagnier ait montré aussi qu'il y ait des signatures électromagnétiques intéressantes. Mais dans le monde chimique, physique, classique, maintenant on identifie les molécules par une signature électromagnétique, c'est acquis, quoi. Mais bon, on ne va pas plus loin, quoi. C'est le même problème, pour d'autres raisons. On ne va pas plus loin. Dans la question que j'ai, est-ce que l'électromagnétisme de est-ce qu'on peut surajouter une information électromagnétique d'information à la lumière elle-même? Est-ce que en quoi un faisceau lumineux, une information électromagnétique lumineuse pourrait être porteuse d'une information supplémentaire thérapeutique par rapport au champ scalaire, par rapport qu'est-ce qu'on pourrait dire c'est-à-dire que il y a des harmoniques. Et si on utilise une gamme de fréquences, par exemple la gamme de couleurs, on va agir sur la globalité du corps parce qu'on fonctionne de façon hologrammique. C'est-à-dire que tout agit, il y a des résonances. Tu peux agir sur une autre bande passante
qui va aussi travailler sur l'ensemble du corps. Et comme ça, tu peux avoir les scalaires, tu peux avoir les couleurs, tu peux avoir les champs électromagnétiques, tu peux avoir différentes fréquences. C'est comme ça que je le vois. Si tu l'utilises en synergie, bah, tu vas augmenter peut-être l'activité de... Mais je crois que le travail que fait Olivier, c'est qu'en fait, il scalarise les couleurs. C'est encore... On parle de photo, hein, qui reste une définition encore incomplète, et puis on a pris pour acquis une certaine vision. Parce que du coup, il y a aussi plein d'actions d'autres signaux qui agissent sur le corps, qu'on ne classe pas dans la lumière au sens lumière, mais qui sont toujours les qu'on indique, ne serait-ce que l'infrarouge. Il reste encore beaucoup à explorer et découvrir. Ah là là, oui. Le porteur d'énergie, des zones d'exclusion, l'infrarouge, il y a beaucoup de travail. Les ultraviolets, c'est pareil. Enfin, il y a encore beaucoup à apprendre et à affiner. Il y a un champ de recherche phénoménal, là, phénoménal. Là aussi, on est dans un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on sait que tout, à un moment donné, passe par le physique, mais en même temps, quand on descend dans l'infiniment petit, tout est électromagnétique, magnétique, et quand on descend encore plus, on touche quelque chose de l'ordre de la conscience, et là, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, c'est tout ça qui est en jeu dans les recherches actuelles, qui ouvrent le champ de conscience, quoi. C'est bien, il y a du travail. C'est-à-dire voir ça. Hein? C'est-à-dire voir ça. Tant qu'on voit, on croit savoir, on croit connaître. Et là, beaucoup d'informations nous échappent en dehors des sens de perception traditionnelle. Même l'ingénierie, c'est-à-dire les machines qu'on fabrique, sont toujours à hauteur de ce qu'on est capable de comprendre et d'échantillonner comme information. C'est vrai que tu as raison que tu disais tout à l'heure par rapport à des champs de microsina, on ne peut pas les voir sur des tissus morts ou sur des tissus fixés. Oui. Mais on découvre, il y a un an ou 2 ans, l'interstitium, nouvel organe. C'est-à-dire l'eau interstitielle. On la découvre depuis 2 ans, par hasard, entre guillemets, mais parce qu'on ne pouvait pas voir cette eau interstitielle sur des tissus morts et fixés. Ah bah bien sûr. Tu vas dire, depuis 2 ans. Ça, ouais, pourquoi c'est... L'interstitium, nouvel organe, je crois, le énième. C'est passionnant tout ça. En tout cas, nous, ça nous passionne. Oui. Ils sont trop calés pour moi, là. Ouais, enfin, les bases sont finalement assez simples dans le concept. Ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que c'est tellement bien fait, c'est tellement bien structuré, c'est tellement compliqué à comprendre que finalement, ça fonctionne très bien. C'est ça qui est fou. Ça fonctionne très simplement. C'est ça qui est paradoxal. C'est le problème de l'harmonie. Hein. Tu parlais de la qualité de vie, l'hygiène, tout ce qu'on peut empiler va modifier le terrain et du coup devient susceptible de développer on est prisonnier des mots. Pathos, maladie. Du coup, et même si on ne comprend pas. Qui font des étiquettes. Et même si on ne comprend pas, ça se fait. C'est pas parce qu'on n'a pas compris que ça se fait pas. Ouais. Mais quand on dit il est malade, il est pas bien, il a de la fièvre. Ben, en fait, il est en train de soigner là. Voilà. Il n'est pas bien, il a de la fièvre. Oui. Il est en train de se soigner. La maladie comme agent de guérison. C'est extraordinaire. T'as de la fièvre. Non, c'est que c'est en train de faire le job là. Il faut l'accompagner. Voilà. T'es compte, mais bon, toute la partie rhétorique. Lexicale, lexico-sémantique, elle nous prend au piège aussi dans les ministères que représente le monde. Le monde est basé sur des entités ministérielles, des règles, des bastions, des universités. Et puis c'est la bougie après. Révèle bien ça. C'est bien. Réinterroge. Qui veut bien se mettre autour de la table pour réinterroger? On voit bien que c'est pas gagné encore. Mais au moins, ça mérite déjà peut-être de déclencher l'idée. Ouais. L'interrogation. Sur ce petit canapé, on s'est réinterrogé modestement pour aussi sur la possibilité de voir les choses avec de la hauteur. Autour de moi, il y a des gens qui portent le masque assez longtemps et ils développent des boutons, des herpès. Ben c'est plus qu'une question, c'est une réponse. C'est-à-dire que le masque, il fait pire que mieux. Ouais, voilà. Et il y a quelqu'un qui écrit des lettres sur Internet qui a fait l'expérience à la Poste. Il voyait tout le personnel de la Poste qui avait des masques comme ça. Il leur a posé simplement la question, mais vous n'auriez pas des maux de tête par hasard? Et ils ont tous dit, mais si, on a des maux de tête alors qu'on n'en avait jamais. Là, maintenant, on a des maux de tête. Ben, pourquoi? Parce que l'oxygénation ne se fait pas bien, parce qu'il y a des microbes qui se multiplient, parce que... Voilà.
Là, dans ta question, tu as ta réponse. Le masque fait pire que mieux. Alors peut-être que quand les gens sont infectés, pour éviter que ça se propage, Pourquoi ils le mettent alors? C'est à cause de la c'est parce que c'est la loi. discipline, on répond aux volontés de l'État. On répond aux volontés de l'État. C'est de la conscience, c'est de la bienséance. Non, mais le coronavirus, la pandémie, entre parenthèses, elle a été gérée de façon administrative et pas médicale. Ça a échappé complètement au corps médical. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont donné des hypothèses intéressantes dans les traitements et dans la façon de procéder. Mais ça a été géré. Dans un ministère, encore une fois. Ouais, ouais. Ouais. Moi, personnellement, si j'avais été moyennement bien, j'aurais préféré l'attraper pour pouvoir aller mieux, de façon à ce que s'il mute avec tout ce qui va se passer autour, s'il mute parce qu'on n'a pas fait forcément ce qu'il fallait, eh ben, je serais préparé. Hein, plutôt que de se dire je me protège alors que je suis en bonne santé, s'il passe et que mon corps rentre en résonance avec lui, autant que je l'attrape. Il va me faire changer de niveau. C'est vraiment une autre façon de voir les choses. Voilà, ça passe ou ça passe pas, mais du coup on l'accepte plus. De toute façon, les gens qui meurent du corona, c'est des gens qui meurent du corona, c'est des gens la plupart du temps qui étaient très malades déjà. Donc c'est ça, diabète, obésité, problèmes cardiaques, problèmes respiratoires, bon. Ou des terrains inconnus. Ou des terrains inconnus, bien sûr, bien sûr. Des facteurs de risque, comme ils disent dans le jargon. Ouais. Facteur de risque, oui. Facteurs de risque. Et j'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui disait, un de ses proches qui était vraiment malade, qui a attrapé le coronavirus, il était malade d'autre chose, hein. Il l'a attrapé, il a eu du mal à s'en sortir, il a été à l'hôpital, je crois qu'il a été 3 semaines à l'hôpital, et ben ça a amélioré son état de santé par rapport à la maladie précédente. Donc ça va vraiment dans le sens, ça illustre ce que j'ai dit. Ça, je trouvais ça intéressant. Témoigner encore dans ce domaine-là. On va certainement retrouver des sûrement. informations utiles et en différé. D'ailleurs, le fait même de donner l'information, de la diffuser, peut-être des gens vont dire, bah oui, moi, j'ai vécu ça aussi. Je trouve que ça va faire apprendre beaucoup de choses, hein, Ouais. sur tous les plans. Si on accepte de poser les questions. Ça, c'est clair. C'est bien ce que tu disais, on est là pour poser des questions et réfléchir ensemble. Allez, Ouais, c'est d'oser réinterroger, ça c'est. voilà. Merci. Dominique.